Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas encore salués aujourd'hui, qui sont ici en présentiel et ceux qui sont sur le live. Alors effectivement, aujourd'hui, on a vu pas mal d'exemples, notamment de cartes dynamiques. Et ces cartes dynamiques étaient parfois, voire même souvent, relativement complexes, en fait, à vrai dire. C'est pourquoi, en fait, on a placé ce petit module de remise à niveau qui va nous permettre de rebalayer un petit peu plus les bases du logiciel, son fonctionnement, et puis de pouvoir regarder un petit peu les différences entre les cartes statiques et les cartes dynamiques. Alors, je voulais commencer mon intervention en présentant les deux solutions en ligne en fait que propose Arctic, à savoir carte et données online et Arctic Platform. Alors, qui sont littéralement copier-coller, c'est le même logiciel en fait, hein, on peut le constater ici. Hop, là je suis sur plateforme, on peut le voir ici avec le petit logo orange, et là je suis sur online. C'est simplement le petit logo qui change. Alors ça c'est pour la version, enfin pour ce qu'on peut voir d'émerger de l'iceberg, mais en réalité en fait c'est deux fonctionnements différents. Sur CD Online, donc carte et données online, c'est la session d'utilisateur sera hébergée sur un serveur mutualisé, donc avec d'autres clients potentiellement. Donc bien sûr, chaque session bénéficie d'un espace sécurisé, etc. Il n'y a pas d'interaction entre les données déposées sur une session et sur une autre. Néanmoins, c'est sur un serveur mutualisé qui n'est pas hébergé chez le client. Sur la solution Arctic Platform, en revanche, ce qu'on va retrouver, c'est un serveur unique dédié à l'entreprise ou à la personne, bien souvent à l'entreprise, qui utilise la solution. Et ce serveur donc peut être hébergé soit chez nous, soit chez OVH ou Castle IT, qui sont nos partenaires sur ce plan-là, soit directement chez le client. Donc pour avoir son serveur physique chez lui et garantir ainsi la sécurisation maximale de ses données. Donc sur la différence entre online et plateforme, c'est tout ce qu'on peut retenir. Alors il faut quand même noter un petit point qui est assez intéressant, enfin assez important quand même, c'est que sur online c'est un petit peu plus facile de faire des mises à jour régulières que sur plateforme qui nécessitent une installation, éventuellement un déplacement de la DSI, etc. directement chez le client pour mettre tout ça à jour. Donc ça c'était pour reprendre les deux formules qui sont disponibles. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus concrètement dans le sujet et comment se compose et se décompose en fait déjà la page d'accueil de carte et données. Alors, comme on peut le constater ici, en fait, la page d'accueil, elle se découpe en deux grandes parties. En fait, on va avoir le bandeau noir ici sur la gauche, sur lequel on va retrouver tous les éléments inhérents au compte, à savoir le nom d'utilisateur, l'espace disque, l'accueil, les éléments de mon compte, les éléments d'aide, les exemples, les ressources, les groupes, etc., etc. Donc on détaillera un petit peu plus après, même si je ne vais pas rentrer trop dans l'exhaustivité, c'est pas le but non plus. Et on va également retrouver donc la partie blanche où on va avoir la possibilité de créer un nouveau projet si on est analyste et un nouvel atlas ou un nouveau wizard si on est expert. Donc c'est pareil, la différence entre les deux types de comptes, on les verra un petit peu après. Donc voilà. Sur la partie interface. Alors, ce qu'on va retrouver, donc le bouton d'accueil, je ne vais pas m'y étendre. Sur la partie mon compte, c'est pareil. Je le montre rapidement. En fait, on va retrouver tous les éléments donc, de gestion de compte. Donc dans l'onglet compte, on va retrouver tout ce qui est gestion de mot de passe, gestion d'adresse mail, etc., etc. Et ensuite, on va retrouver tous les éléments qu'on peut mettre en favori, éventuellement les rôles qu'on peut définir, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus avancées pour le coup, donc qu'on verra peut-être un petit peu par la suite si on a un petit peu plus de temps. Partie assez importante donc pour les utilisateurs novices ou pour ceux qui projettent d'acquérir la solution, en fait, c'est la partie aide. Parce que la partie aide, elle vous permet déjà d'avoir accès à une aide en ligne, donc qui va vous renvoyer vers une sorte de petit dictionnaire en fait de cartes et données avec les noms des modules, etc. Éventuellement comment on peut solutionner certains problèmes.
Et puis, c'est également ici qu'on va pouvoir contacter le support et envoyer des suggestions. Donc, support technique qui est joignable toute la semaine, soit par téléphone, soit par mail, et qui permet du coup de dépanner des situations dans lesquelles on est un petit peu, on est un petit peu bloqué. Donc, voilà pour cette partie d'aide. Alors, sur la partie exemple, mon espace et ressources, alors je ne vais pas m'y attarder parce que ça ne me paraît pas essentiel. Les exemples, ça parle de soi-même, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici des exemples pour chacun des modules proposés dans le logiciel, puisque vous avez dû voir au cours de la journée que le logiciel fonctionnait en organigramme avec des modules. Et donc chacun de ces modules-là fait l'objet d'un projet d'exemple dans l'onglet d'exemple. Voilà. Donc si jamais vous avez des soucis sur l'un des modules, c'est ici qu'il faut aller se renseigner. Alors, tac. Alors maintenant, je vais parler assez rapidement des différents types de licences qu'on propose. Donc tout à l'heure, on a vu les différentes solutions, plateforme et online. Et maintenant, pour les différents types de comptes, alors on en a 3. On a les comptes explorateurs, les comptes analystes et les comptes experts. Alors vous pouvez voir qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être gratifié d'un compte expert avec absolument toutes les cases de cocher. Ça va être un petit peu plus pratique pour la suite. Alors, grosso modo, l'expert, il peut tout faire, c'est-à-dire qu'il peut consulter un atlas, utiliser un wizard, créer un projet, créer un wizard, créer un atlas et avoir accès aux paramètres complémentaires. Donc ça, c'est vraiment la licence suprême, on peut dire. Hein. On n'a rien qui donne plus d'autorisation que ça à la vente, en tout cas. Ensuite, on va avoir le profil analyste qui, lui, se contentera en fait de travailler sur des cartes statiques. C'est-à-dire qu'il pourra effectivement utiliser un wizard et consulter un atlas, mais il ne pourra créer que des projets, donc créer in fine que des cartes PDF ou exporter en format image, etc. etc. Excusez-moi. Et enfin, les comptes explorateurs. Donc le compte explorateur, lui, c'est vraiment destiné à de la visualisation et non pas à de la création. Donc là, on n'est pas sur un utilisateur créateur, on est vraiment sur quelqu'un qui va visualiser les résultats. Donc il pourra consulter un atlas et utiliser un wizard. Voilà, donc c'est assez limité. Néanmoins, ça peut avoir son intérêt si on a des responsables qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis, d'utiliser les cartes, etc., de créer des organigrammes. Ils peuvent quand même visualiser les résultats par ce biais-là. Donc voilà pour les 3 types de licences. Alors, donc ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que si jamais, que ce soit dans la salle ou sur YouTube, vous avez des questions, ce n'est pas un cours magistral, vous pouvez intervenir à tout moment. Voilà. Voilà. Vos questions sont les bienvenues. Voilà. Je vous écoute, allez-y. On va vous passer un micro. Donc, sur la solution Arctic Platform on-premise, en fait, finalement, quels sont les systèmes sur lesquels on peut déployer cette solution? Alors, Alexandre de notre DSI là-bas ne veut pas répondre. Alors, a priori, je parle sous tout contrôle néanmoins, tous les systèmes, Windows, Linux, Mac. Juste Windows? Eh ben, juste Windows. C'était l'erreur. C'est bien ce que je craignais. Donc le serveur sur Windows, ensuite accessible avec un simple navigateur web. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je vais passer du coup à la démonstration. Donc en fait, ce que je vais commencer par faire, c'est montrer ce qu'on peut obtenir en fait avec une licence analyste, et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat. Donc là, dans l'idée, en fait, je me suis un petit peu inspiré des thématiques actuelles, c'est-à-dire c'est la rentrée des classes, on a les enfants amenés à l'école et éventuellement des crèches à trouver pour les plus petits. Et donc, je suis allé me servir sur l'Arctic Data Market, donc, qui en fait est notre module qui va regrouper les données mises à disposition par Arctic à ses clients. Moyennant une licence supplémentaire, on peut obtenir par l'Arctic Data Market la base Sirène, donc qui récupère les fichiers des entreprises. Donc Jérôme en avait un petit peu parlé ce matin sur la géolocalisation des entreprises, etc., etc.
Donc, je vais rentrer un tout petit peu dans l'exhaustivité de ce que j'ai fait. Voilà. Alors en fait, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu chercher donc les codes NAF, bien sûr les longitudes et les latitudes pour pouvoir géolocaliser mes points. Hop. Et en fait, je suis simplement venu faire un tri sur le code sous-classe, donc qui va correspondre au code NAF. Donc chaque entreprise en fait est assignée par l'INSEE à un secteur, à un code NAF. Donc là, en l'occurrence, pour l'accueil des jeunes enfants, c'était le 88.91A. Donc on peut le voir ici hein, sur le libellé sous-classe. Voilà. Donc bien sûr, ça c'est accessible librement. Hein. Vous mettez, je sais pas, vous cherchez le code NAF des boulangeries, vous allez sur Internet et vous mettez code NAF boulangerie et vous aurez le code NAF correspondant. Et ça vous permettra de faire un tri directement donc, dans la base Sirène. Et puis ensuite, je suis venu faire un petit peu des tris sur l'état administratif de l'établissement, le nombre d'employés, etc., pour pouvoir affiner un petit peu la recherche et pas avoir 30 000 points d'affichés sur ma carte. Donc, voilà pour ma récupération de données. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un organigramme. Alors j'ai essayé de le faire vraiment le plus épuré possible et de faire des groupes dont Jérôme a parlé ce matin pour que ça soit très visuel. Alors on va retrouver en haut les éléments géographiques, donc avec le fond de carte, donc qui va me correspondre ici dans mon exemple aux communes de l'Indre-et-Loire, et la création de points qui est reliée donc à mon fichier des crèches, donc qui correspond finalement simplement à une géolocalisation, à une création de points, et qui donne donc un fichier géographique puisque c'est des points et les communes, elles sont des polygones. Donc voilà, on est bien sur les éléments géographiques nécessaires au démarrage de la carte. Donc sur la création de points, c'est pareil, je ne pense pas rentrer trop dans l'exhaustivité, ça fonctionne avec des coordonnées longitude et latitude. Je ne compte pas m'attarder beaucoup plus là-dessus, à moins qu'il y ait des questions, parce que suivant le fichier qu'on peut avoir en entrée, si on a des adresses à la place des coordonnées, etc., ça peut nécessiter un retraitement en amont, donc je n'ai pas forcément envie de développer ça ici, mais si quelqu'un souhaite, on peut le faire. C'est bon ? Donc ensuite, on va retrouver les éléments de mise en forme de la donnée, donc en jaune, avec les crèches d'Indre-et-Loire. Donc en fait, ce module-là, il correspond à ce qu'on appelle une inclusion-exclusion, en fait, qu'on va retrouver ici dans les éléments géographiques. Et cette inclusion-exclusion, elle va nous permettre de récupérer les points, donc ma petite création de points ici, qui sont dans mon polygone des communes d'Indre-et-Loire. Puisque là, dans mon fichier des crèches, j'ai toutes les crèches de France et j'ai créé mes points sur toutes les crèches de France. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'afficher les 11 000 ou 6 000 crèches que j'ai sélectionnées, mais d'afficher uniquement celles dans le département dans lequel je travaille. Donc du coup, j'utilise cette inclusion-exclusion qui me permet en fait de paramétrer un fond de carte contenant, donc qui correspond bien à mes communes de l'Indre-et-Loire, et un fond de carte contenu qui correspond bien à ma création de points. Et du coup, je ne vais garder que les points qui sont à l'intérieur de ces communes. C'est pour cela que sur la carte ici, je me retrouve uniquement avec des points sur l'Indre-et-Loire. C'est parce que mon inclusion-exclusion a bien fonctionné. Alors ensuite, en mise en forme de la donnée, on a également le module zone d'accès. Alors j'ai tenu à utiliser ce module zone d'accès là, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu aujourd'hui, voire même pas du tout si je me rappelle bien. Et pourtant il est assez intéressant, il est assez demandé par nos clients, donc c'est quand même un gros point sur lequel il faut revenir. En fait, la zone d'accès, elle va permettre, en partant d'un point ou d'un polygone, de créer une zone, soit à vol d'oiseau, soit en temps routier ou en distance routière à partir de ce point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux définir que, par exemple, je veux tracer une zone autour de mes crèches de 20 minutes en voiture ou 10 minutes en voiture, par exemple. Ce qui va me permettre d'avoir le rayon d'action, finalement, de mes crèches. C'est un petit peu ce dont parlait le fromager tout à l'heure de Passion Fromage. C'était assez intéressant d'ailleurs, c'est un petit peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère cette info et ça nous permet d'avoir une zone d'action de l'élément sur lequel on fait la zone d'accès. Donc la zone d'accès, il n'y a pas énormément de paramétrage à faire, alors je rentre un tout petit peu dans les détails aussi. Mes points de départ, c'est bien mes crèches. Et ensuite, moi j'ai travaillé ici en temps routier.
avec une donnée à 20 minutes. C'est-à-dire que là, mes zones d'accès sont à 20 minutes en partant de mes crèches. Et donc du coup, une fois que j'ai géré mes fonds de carte, mes données et la mise en forme de cette donnée, il faut bien que je la représente sur ma carte. C'est tout l'intérêt. Donc c'est là qu'interviennent les modules de représentation. Donc on va retrouver en vert ici. Alors on va retrouver le module de remplissage qui va nous permettre en fait d'afficher. Donc ici en violet, les zones d'accès. Donc on voit que quasiment tout le département est couvert. Alors je ne sais pas, ça rend super bien l'écran. Bon. On voit que quasiment tout le département est couvert. Alors on a certaines communes qui sont un petit peu exclues néanmoins. Voilà. On va également retrouver des points des crèches, donc avec le module symbole ici, donc qui symbolise les crèches en rouge pour pouvoir les localiser sur la carte. Le contour des communes d'Indre-et-Loire, donc qui correspond au trait blanc ici. Et enfin le module tuile. Donc là c'est pareil, le module tuile, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu complexe, mais c'est ce qui va permettre ici d'habiller la carte. C'est le fond OpenStreetMap qu'on voit derrière. Donc c'est ce qui permet de rendre la carte un petit peu jolie et de l'habiller un petit peu. Mais là, en fait, alors, hop, ce qu'on va voir, c'est que du coup, quand je suis dans mon organigramme ici, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était des modules qui venaient de ces trois éléments-là, des éléments géographiques, mixtes et statistiques. Donc chacun vient d'un groupe différent en fonction de ce qu'il propose comme option, etc. Mais on retrouve également ici, dans les bandeaux en haut, différentes possibilités d'affichage du résultat de la carte. Par défaut, la vue web, donc ce que vous retrouvez ici dans la visualisation. Mais on a également l'outil mise en page, qui lui va correspondre à ce qu'on pourrait voir si on décidait d'imprimer la carte à l'instant T. Donc en fait, c'est la visualisation que les analystes devraient utiliser pour créer leur carte, puisque c'est ce résultat-là qu'ils auront à l'export. Alors, pour vous épargner la petite mise en place de l'export, je l'ai déjà préparé. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je peux mettre ça en plus grand ? Voilà. Donc voilà la carte que j'obtiens. Donc c'est grosso modo celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Là, vous la voyez simplement en plus grande. Donc c'est une carte statique, tout ce qu'il y a de plus normal, avec un titre, une légende, une flèche du nord, une échelle, et puis le logiciel avec lequel a été réalisée la carte. Donc ça, c'est ce que peut faire un analyste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec une licence expert ? Alors du coup, je me suis concentré sur la même thématique pour montrer comment est-ce qu'on pouvait exploiter au mieux la licence expert sur cette même thématique. Alors, hop. Tac. Alors, je vous montre le résultat avant de vous montrer les étapes de création. Mais là, l'idée, c'est que j'ai travaillé toujours sur la thématique des crèches et l'équipement en fait, des départements avec ce service. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un petit remplissage pour avoir le nombre de crèches pour 1000 enfants, donc de 0 à 14 ans. Donc on verra plus tard sur quoi je me suis basé pour pouvoir réaliser cette étude. Donc un aplat coloré qui nous montre clairement les départements qui sont déficitaires et ceux qui sont bénéficiaires. Et également un petit aplat coloré avec la part des enfants de 0-14 ans dans la population générale, donc pour voir également les départements dans lesquels il y a une plus grande part de jeunes par rapport aux autres personnes de la population. Voilà. Mais tout l'intérêt de cet atlas, c'est de pouvoir passer au niveau suivant, c'est-à-dire de zoomer à l'intérieur en double-cliquant à l'intérieur d'un département. Et en fait, on se retrouve avec la même carte que celle que j'ai fait tout à l'heure. Alors, les zones sont un petit peu plus petites parce qu'il y avait beaucoup trop de points. Et en termes de calcul, c'était très long à générer. Donc, j'ai réduit un petit peu les zones. Mais on retrouve toujours l'emplacement de nos crèches et nos zones de couverture.
Donc on peut voir ici toujours en violet. Et l'intérêt ici de l'atlas, c'est qu'en fait, je peux visualiser un département comme ce que j'ai fait tout à l'heure, mais passer sur le département voisin d'un simple clic. Donc, ça donne une autre dimension à l'exploitation de mes données, puisque là, je peux réellement venir les exploiter sur l'ensemble de la France et réaliser un comparatif lisible sur l'ensemble des départements. Alors, comment est-ce que cet atlas est réalisé ? Alors, pour réaliser un atlas, en fait, ça se compose de projets, donc d'organigrammes classiques, comme ceux qu'on a pu voir précédemment et ceux que vous avez vus toute la journée, en fait, finalement. La seule différence, c'est qu'il faudra un organigramme par niveau de l'atlas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un niveau dans l'atlas, en fait ? C'est assez simple. Là, on est sur le premier niveau, c'est-à-dire la France découpée par département. Et quand je viens cliquer dans un département, je passe au deuxième niveau, c'est-à-dire le département découpé en communes. Donc, j'ai 2 niveaux. Il me faudra donc 2 organigrammes pour pouvoir réaliser cet atlas. Et je vais commencer par le deuxième, puisque c'est celui avec lequel il y a plus de similitudes par rapport au premier que je vous ai présenté. En fait, c'est quasiment les mêmes, puisque je retrouve bien mes crèches, mes créations de points, mon inclusion-exclusion, mes zones d'accès, mes représentations. La seule différence que je vais avoir par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un duo de modules qui est essentiel pour l'utilisation d'un atlas. C'est le duo sélection de pôle et inclusion-exclusion. La sélection de pôle va me permettre de venir travailler sur un seul département, puisque là, vous voyez que j'ai chargé tous les départements de France. Et je vais venir pouvoir en sélectionner un seul, faire une inclusion-exclusion de mes communes, donc de l'échelle sur laquelle je souhaite travailler sur cette sélection de pôle, et ainsi décliner mon organigramme à partir de ce duo sélection de pôle, inclusion-exclusion. Et qu'est-ce que va faire le logiciel, en fait, quand je crée mon atlas et quand j'interagis dans mon atlas ? Il va simplement venir changer le pôle. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ma sélection de pôle, moi, j'ai choisi la Sarthe. Mais si je vais choisir mon Finistère ici en cliquant, et que je valide, le logiciel va me recalculer mes zones d'accès, mes créations de points sur le Finistère, ce qu'on peut voir là. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose que quand je me balade dans mon atlas et que je change de visualisation, que je change de département. Donc, en fait, c'est relativement simple. Il suffit simplement d'ajouter le module sélection de pôle et inclusion-exclusion pour pouvoir traduire une carte en mode projet vers une carte en mode atlas. Alors ici, j'ai quand même dû utiliser un premier niveau, donc qui lui est totalement différent de ceux que vous avez pu voir précédemment, puisque là, je travaillais sur de l'aplat coloré, j'ai fait des calculs, etc. Donc je me suis toujours basé sur l'article Data Market, puisque on l'a vu tout à l'heure, on a accès à la base entreprise, donc avec les numéros de SIRET, les codes NAF, etc., etc. Mais sur l'article Data Market, on a également accès à une base sociodémographique qui, celle-là, est gratuite et incluse dans toutes les licences et qui vous permet de récupérer des informations sur tout un tas de données sociodémographiques, la population, le commerce, les conditions de vie, les revenus, etc., etc. Et donc, je suis simplement venu m'intéresser aux données de population et notamment de population par âge afin de pouvoir faire un calcul pour avoir la part d'enfants dans la population et ainsi travailler sur le nombre de crèches pour 1000 enfants, etc., etc. Donc ça, c'est des petits calculs. Après, s'il y a des questions qui vous viennent en tête, on peut les détailler. Bon, sinon, il n'y a rien de très compliqué, hein. Jérôme en a fait un petit peu ce matin aussi, a fait des calculs un peu du même ordre. Donc, voilà pour cette partie. Alors, néanmoins, on peut constater quelque chose quand même. C'est que je reviens à ma carte, à la première carte que j'avais faite. Sur la carte statique, j'ai donc ma légende avec ma zone de couverture des crèches et mes points. C'est super. Maintenant, cette carte-là, je ne peux pas réellement interagir dedans. Alors déjà, je ne peux pas changer de département à ma guise puisque c'est un PDF. Bon, ça va, c'est relativement logique. Néanmoins, je ne peux pas choisir de cocher ou décocher cette zone de couverture ou d'afficher ou non les points ou d'afficher une autre couche. Chose que, par contre, je peux faire ici, où je peux choisir de
cocher ou décocher ma zone de couverture, afficher ou non mes crèches. Et au premier niveau, je peux choisir l'élément de remplissage que j'affiche sur ma carte. Donc ça intervient en plus de la mobilité entre les niveaux et du passage d'un niveau 1 à un niveau 2 plus zoomé. On a également la possibilité d'ajouter un maximum de données, d'ajouter un maximum d'indicateurs, sans pour autant réduire la lisibilité de la carte. C'est ce que disaient des intervenants tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre un maximum de données sur notre carte. Néanmoins, parfois, on a beaucoup de données, mais on ne sait pas vraiment comment les exploiter, ou alors ça chevauche un peu et ce n'est pas hyper clair. Donc dans l'idée, grâce à un atlas, vous pouvez très bien ajouter 5, 10, 15, 20 indicateurs qui ne se chevaucheront jamais. Votre utilisateur, lui, pourra consulter la carte, éventuellement croiser les informations, mais ne pas se retrouver ennuyé à la lecture de la carte et pourra toujours comprendre le sens de la carte finalement. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Ok. Ok, parfait. Alors du coup, hop. Donc du coup, pour aller un petit peu plus en profondeur sur les paramétrages de l'atlas, alors comme on l'a dit tout à l'heure, un atlas peut très bien être diffusé sur le web, c'est même son essence, sa nature, d'être diffusé grâce à un lien. Donc on retrouve ici le lien de prévisualisation dans l'encart vert, donc je n'ai pas modifié volontairement, mais qui est modifiable bien sûr. Donc là, on va s'intéresser au montage de l'atlas. Donc comment est-ce que je fais pour articuler mes projets de niveau 1 et de niveau 2 et les faire travailler ensemble dans le rendu de mon atlas. Alors pour ce faire, je vais juste descendre voilà, ici dans la structure de l'atlas. Et c'est ici où je vais venir paramétrer les organigrammes entre eux. Donc il faut que je vienne tout d'abord choisir mes organigrammes. Donc j'ai pris mon niveau 2 et mon niveau 1, puisque c'est bien le nom de mes organigrammes, niveau 1 et niveau 2. Hop. Donc je les ai ajoutés ici. Et ensuite, j'ai ajouté 2 niveaux, comme ceci. Hop. Et je suis simplement venu rajouter les bonnes visualisations aux bons endroits. Donc très logiquement, dans le niveau 1, je suis venu rajouter la visualisation du niveau 1, et dans le niveau 2, la visualisation du niveau 2. Pour rappel, ces 2 organigrammes. Et ensuite, je dois configurer là, cette petite flèche bleue qui va me permettre de passer de ce niveau 1 à ce niveau 2. Donc en cliquant sur la petite roue crantée. Et en fait, je dois dire au logiciel sur quel élément je clique pour passer de ma visualisation France découpée par département à un département découpé en communes. Donc en fait, moi j'ai choisi le module source département et le module cible sélection de département. Alors à quoi ça correspond? Donc dans mon niveau 1, mon module source, département ici, en fait c'est mon module contour qui va gérer l'ensemble de mes départements français. Donc jusque-là c'est logique, ça veut dire que je clique sur un département, je passe dans le niveau suivant. Et mon module d'arrivée, donc mon module cible, lui correspond à sélection du département. Il y a un peu beaucoup de calculs, je pense. Voilà, super. Alors, sélection du département, en fait, ça correspond à ma sélection de pôle ici. Donc, c'est exactement l'articulation que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais cliquer dans un département, c'est comme si je faisais une sélection de pôles. Donc, je sélectionnais un de ces départements et je l'affichais en zoom à l'intérieur. Donc, ça me permet vraiment de connecter les 2 niveaux, le niveau 1 avec le niveau 2. Donc voilà comment on passe entre les niveaux dans un atlas. Et on a également un petit paramètre qui s'appelle l'exploration en largeur, puisque quand on passe d'une France découpée en départements à un département découpé en communes, on passe bien en profondeur, c'est-à-dire qu'on passe d'un haut niveau vers un niveau plus fin.
on descend. Mais on peut aussi vouloir faire une exploration en largeur, c'est-à-dire sur un même niveau. Par exemple, je double-clique dans un département, mais sur le même niveau, je veux voir un autre département. Eh bien, il faut que je puisse double-cliquer dans un département voisin pour l'afficher à la suite. Donc ça, c'est l'exploration en largeur. Je reste sur le même niveau de visualisation, mais je donne une autre information. Donc cette exploration en largeur, cette exploration en largeur, elle va se paramétrer ici avec la petite flèche de retour. Et on va lui dire, je veux que quand je clique sur le module département, donc qui correspond à ce remplissage-là sur mon niveau 2, donc qui gère les contours de mes départements finalement, quand je clique sur un de ces départements-là, eh bien, tu me transfères ma visualisation sur ce département. Donc voilà pour l'utilisation et la création d'un atlas. Alors, le passage d'un niveau à un autre en tout cas. Alors, il y a d'autres paramétrages dans l'atlas qui vous permettent de le rendre un petit peu plus personnalisé. Vous pouvez déjà en tout temps changer son nom, éventuellement ajouter une description ou des mots-clés. Vous pouvez également modifier l'URL de diffusion. Alors, pour l'instant, ça s'arrête. Vous avez une partie obligatoire que vous ne pourrez pas toucher, mais à partir du display, vous pouvez venir mettre l'URL que vous souhaitez. Donc ça vous permet de la raccourcir un petit peu, de la rendre un petit peu plus lisible, etc., etc., pour les diffusions, que ce soit en interne ou en externe. Concernant les diffusions également, il y a deux possibilités. La possibilité de diffuser via un groupe, donc c'est-à-dire les personnes qui cliqueront sur votre URL seront redirigées vers une page de log carte et données, devront rentrer leurs identifiants, et si elles sont dans le groupe qui contient l'atlas, elles pourront le visionner. Si elles ne sont pas dans le groupe qui contient l'atlas ou si elles n'ont pas de compte carte et données online, elles ne pourront pas visionner l'atlas. Néanmoins, pour répondre à cette problématique-là, on peut utiliser la diffusion par URL, donc qui se trouve juste ici. Et en fait, toute personne qui possédera l'URL et qui s'en servira pourra visualiser le résultat de l'atlas, qu'elle ait un compte ou non. Donc ça, c'est plutôt destiné aux atlas grand public, diffusion grand public ou sur des sites internet par exemple. On peut également paramétrer et personnaliser la mise en page, histoire d'avoir une mise en page qui colle avec la charte graphique de son entreprise, notamment en modifiant les couleurs de fond et les couleurs des icônes, et également en ajoutant ses propres logos, par exemple. Et enfin, sans rentrer plus dans les détails, je vais finir sur la partie mise à jour de l'atlas, où en fait on peut programmer une mise à jour manuelle en enregistrant et en générant cet atlas, ou une mise à jour périodique qui correspondra à une mise à jour automatique de l'atlas, c'est-à-dire que l'atlas, tous les 2 jours, 3 jours, toutes les semaines, automatiquement se régénérera et affichera les nouveautés que vous lui avez mis dans les nouveaux fichiers Excel ou dans la base de données sur laquelle vous tapez pour pouvoir créer cet atlas. Et bien sûr, le code iframe pour pouvoir intégrer vos atlas directement dans une iframe si besoin est, notamment pour les diffusions grand public, encore une fois. Donc voilà pour cette partie atlas. Donc est-ce que sur la partie expert, sur la partie atlas, il y a des questions? J'en ai 2. Je t'écoute. Tu nous as montré le passage de la carte statique vers la carte interactive. J'imagine que tu as peut-être squeezé quelques parties parce que on t'a laissé que 45 minutes. Mais est-ce que tu as eu besoin de coder, d'écrire des lignes de code pour passer de l'un à l'autre? Alors effectivement, ça c'est une plutôt bonne question. Le logiciel en fait se veut au maximum no code. C'est-à-dire que en fait, les utilisateurs ne doivent pas avoir besoin, ne doivent pas avoir recours en fait à des logiciels, à des langages de programmation, pardon, pour pouvoir réaliser une carte. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder ou de parler un langage en particulier pour pouvoir créer cet atlas. Néanmoins, il est possible, dans des personnalisations un petit peu plus avancées, pour des utilisateurs un petit peu plus avancés, de venir apporter des modifications directement en codant dans le logiciel, donc sous forme de
plusieurs langages. Par exemple, si on travaille sur des modules bases de données, on pourra utiliser le SQL. Ou si on travaille sur de la mise en page pure, on pourra utiliser par exemple le HTML. Hop, alors, j'ai un petit exemple qui traîne là. Voilà. Et donc dans cette partie-là, on peut venir directement coder en HTML. Et d'ailleurs, on constate que si j'écris des choses directement à l'intérieur sur la partie, on va dire, assistant, en no-code, et que je repasse sur la partie HTML, bon, forcément, j'ai pas appelé de colonne, ça va pas changer grand-chose. On constate que là, si j'appelle une autre colonne et si je fais des sauts de ligne, eh bien, le logiciel réagit en HTML derrière, donc notamment avec la petite balise BR pour le saut de ligne, par exemple, ou le div pour indiquer la fin d'une zone de texte. Pardon. Voilà. Du coup, tu avais une deuxième question, Camille ? Oui, c'est ça. Pendant la table ronde, on a 2 utilisateurs qui nous ont dit ne pas être encore passés à l'étape de la carte interactive, donc des atlas, par manque de temps. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça prend pour être formé et faire un atlas quand on est déjà analyste, qu'on fait déjà de la carte statique et qu'on veut se lancer dans la carte interactive ? Alors, effectivement, ça va nécessiter un petit peu de temps. Alors déjà, un petit temps de formation, en général, qui est compris entre 2 et 3 jours. Alors ça peut être plus suivant les besoins, mais en général, on est à peu près dans ces temps-là, pour passer d'un utilisateur analyste à un utilisateur expert. Mais outre ces 2 jours de formation nécessaires, il faut un petit peu de pratique aussi, puisqu'il y a des automatismes qui viennent au fur et à mesure, qui font que les atlas après sont faits assez rapidement, mais au départ, il faut se prévoir une petite marge de manœuvre pour réaliser des atlas. Donc effectivement, le temps peut être un frein, surtout si on n'a pas été formé, mais une fois qu'on a été formé, ça va assez vite. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences extraordinaires pour pouvoir réaliser un atlas. Donc finalement, c'est à la portée de tous. Je te remercie. C'était clair. Du coup, il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps sur le chat, non ? Dans la salle ? Très bien, si c'était clair, parfait. Alors peut-être juste avant de rendre le micro, je vais faire une petite présentation de la partie exemple, puisque j'avais dit que je le ferais si on avait un peu de temps, donc là en l'occurrence c'est le cas, donc je le fais. Donc la partie exemple, en fait, elle est utile pour tout le monde, qu'on soit analyste ou expert, qu'on soit très à l'aise avec le logiciel ou pas, puisqu'en fait, peu importe son niveau d'avancement et d'expertise sur le logiciel, il y a forcément 1 ou 2 modules dans tous ceux qui sont proposés, avec lesquels on n'est pas à l'aise ou avec lesquels on n'est pas familier, avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et en fait, dans la partie exemple projet, on va retrouver un projet par module. C'est-à-dire qu'en fait, hop, si je me place ici et que je vais dans les géos, vous voyez, j'ai le module inclusion-exclusion, sélection de pôle, appartenance. Si je retourne dans mes exemples, je vais effectivement retrouver, alors je vais avoir l'appartenance en haut, voilà, je vais retrouver l'appartenance ici. Si je clique à l'intérieur, on va m'ouvrir un projet qui utilise le module appartenance, donc en me donnant des petites indications à l'intérieur et en regardant comment est-ce qu'il était relié et quels résultats ça produit. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant d'y revenir, et il ne faut pas hésiter à y revenir parce que ça permet de se rafraîchir la mémoire ou de voir d'autres façons d'utiliser des modules, puisque bien sûr, il n'y a pas une seule façon d'utiliser un module, mais il peut y en avoir plusieurs suivant les circonstances et suivant les données ou les cartes qu'on y rattache. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je rends le micro à Camille.